Bonjour à tous. Alors, ça c'est la zapette. Parfait. Vous m'entendez bien? Parfait. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Aurélien Michaud, donc je suis infirmier lieutenant au SDIS de la Marne et j'ai aussi l'insigne honneur d'être au conseil d'administration de l'Association nationale des infirmiers de sapeurs-pompiers. J'en profite pour remercier le vice-président qui n'est pas présent aujourd'hui de la NISP, qui est un pionnier dans le domaine de la formation et avec lequel j'ai pu échanger justement sur le support que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, toute proportion gardée, je ne vais pas vous amener un œil scientifique, mais plutôt un œil de facilitateur, un peu à l'instar du rôle que je tiens auprès de la filière formation dans mon département et des fois ponctuellement auprès de la zone, notamment dans le domaine du SUAP, où mon rôle est d'amener la plus-value et les risques encourus par une mauvaise pratique des nouvelles technologies qui sont actuellement, au fil du temps, à arriver dans nos mains. Alors l'innovation en formation, c'est quoi? C'est un enjeu essentiel au sein des SDIS. Même si vous allez me dire, oui, effectivement, peu importe où on travaille dans le domaine de la santé, la formation est une des bases structurelles de ce qu'on a besoin pour avoir des professionnels de qualité. C'est tout aussi vrai dans le domaine des sapeurs-pompiers et notamment dans le domaine de la formation continue. C'est ancré dans nos pratiques professionnelles où la FMPA, la FMA, est au cœur de nos principes. On l'a dit, mission fondamentale dans les SDS, et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'arrivée des actes de soins d'urgence. On est bien d'accord qu'on pratiquait cette mission déjà au quotidien, mais avec l'arrivée des ASU, dans le référentiel national d'activité et de compétences, je vous le rappelle, pour la compétence optionnelle du bloc 7 pour les SPP et 5 pour les SPV, il est bien noté que c'est les professionnels de santé, en les listant, chacun dans leur domaine de compétences. On est de même en parallèle inclus dans le décret de formation, là où on était en 2019 exclu. En 2022, on est pleinement inclus dans la filière formation. Et c'est, je pense, là, le début de la reconnaissance de notre implication incontestable dans le domaine de la formation. Donc ça touche bien nos services de santé, avec l'AMU, le SSO, l'aptitude, et bien évidemment l'ASU, et avec les enjeux d'aujourd'hui et de demain, le SSUAP, avec la pleine participation des SDS. On est en parallèle sur, je ne vais plus appeler ça maintenant la nouvelle filière de formation, mais on va dire que la filière qu'on appelle la filière compétences, qui est là maintenant depuis quelques années, nous a centré nos besoins sur plusieurs aspects. L'autonomisation de l'apprenant, l'individualisation du parcours de formation. Et malgré tout, malgré cette volonté de vouloir améliorer les choses avec l'approche par compétences notamment, il faut, et c'est ce qu'on retrouvera aussi sur ce qu'on va avoir aujourd'hui, garder un certain recul et se dire ce que j'ai fait avant n'était pas forcément mauvais, tout n'était pas acheté, et j'ai besoin d'une alternance dans les courants. Que je vienne parler de constructivisme, de socio-constructivisme. Est-ce que le behaviorisme doit tout fermer, ne doit ne plus être utilisé dans nos pratiques? Voilà, il faut garder cette curiosité, ce recul constant. Et c'est là où est la difficulté, d'autant plus qu'on y ajoute des enjeux technologiques. Évidemment, dans une présentation succincte telle qu'elle est aujourd'hui, je vais être obligé de faire des choix, et les choix portent, comme je vous l'ai dit, sur les technologies. On pourrait, bien évidemment, parler des nouveaux courants, des nouvelles mouvances qui se présentent à la formation. Ça ne sera pas le thème. Malgré tout, je reste à la disposition de chacun si vous voulez échanger. Et je pense que dans la salle, il y a des gens tout aussi, voire plus compétents que moi, qui pourront éventuellement aussi échanger à ce sujet-là. Donc on va parler des outils et se dire, face au défi qu'est la formation, finalement, quelles sont les innovations qui s'offrent à nous? Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais on va vraiment prendre quelques points qui soit arrivent dans nos pratiques, sont déjà utilisés depuis quelques années, ou alors vraiment on entrevoit, on aperçoit la possibilité de les utiliser. Ce qu'on va voir, c'est les enseignements à distance, les formations ouvertes et à distance,
avec bien évidemment du coup le lien avec les plateformes d'apprentissage. Alors l'enseignement à distance, ça va être l'échange avec l'enseignant directement sur plateforme, avec des associations en visio, etc. La formation ouverte et à distance, comme on peut retrouver dans le nom, on va être plutôt sur un process où il y a un accès libre, dans un aspect où on n'est pas contraint par un professeur de suivre à l'instant T, mais surtout dans l'espace et dans le temps, je peux accéder à ce genre de formation. Alors, il faut donner faut légèrement relativiser ce que je vous dis, dans le sens où généralement une FOAD est associée à un apprentissage. Soit c'est de l'auto-formation, effectivement, elle est libre temporellement, soit elle est associée à une formation, et dans ce cas-là, elle doit quand même se passer dans un laps de temps. Dans la foulée, on parlera un petit peu de la simulation virtuelle et réalité augmentée, le parallèle notamment avec la simulation en santé dans son intégralité, qui ne comprend pas que des outils, mais bien des méthodes également. Ce que l'on peut commencer à entrevoir ou à retrouver sur les applications mobiles pour la formation et le suivi des compétences. Et on évoquera l'intelligence artificielle et l'analyse de données. Vous verrez que l'analyse de données entre à proprement parler dans l'IA. Donc du coup, concernant... Il faut que je clique 2 fois, c'est vrai. Concernant les enseignements, les FOAD et les plateformes en ligne, on se rend compte que ça nous a ouvert, et certains les utilisent bien certainement, une plateforme en H5P, si je parle d'Apis par exemple, plateforme collaborative, où énormément de SDIS contribuent et utilisent encore ce support. Il existe après des possibilités, comme on peut retrouver dans d'autres SDIS, donc comme Enasys, qui vous offre des possibilités de mise en ligne de ces supports. Et la chance que ça donne, c'est de pouvoir, dans le cadre de nos formations d'aujourd'hui, mieux préparer, mieux donner les outils à nos apprenants, à nos futurs pompiers, mais également à nos collègues, de pouvoir se former eux-mêmes, de pouvoir être accompagnés grâce à ces plateformes. La flexibilité, j'en ai très légèrement parlé, c'est la possibilité du coup de pouvoir accéder quand je veux, où je veux, et à la limite avec qui je veux, à ces champs de compétences. On en revient encore à la fameuse personnalisation des apprentissages, avec des parcours de formation qui peuvent être individualisés en fonction de ce que a détecté le formateur qui va suivre, ou au moins le référent qui va suivre ses apprenants. On va pouvoir s'exercer sur un niveau de compétence attendu, donner tout de suite le cadre, les objectifs ou les compétences selon le dogme dans lequel on évolue, et ce que l'on atteint dans quelle temporalité, etc. Et bien évidemment, et ça je ne l'apprends à personne, tous ceux qui pratiquent en SDIS se rendent compte que de manière exponentielle, ces plateformes, ces usages EAD et FOAD ont un rôle prégnant dans nos pratiques professionnelles dans le domaine de la formation. Et pas que. Je suis comment niveau timing? Impeccable. Alors, pour la simulation virtuelle et la réalité augmentée, je ne vais pas revenir bien évidemment sur la simulation en santé, qui est complexe de par tout ce qui l'alimente, mais bien aller sur ce qui arrive, ce qui est déjà même présent pour certains, qui existe notamment dans le domaine de la formation. Alors certains l'ont déjà très bien expliqué avant moi, et on a échangé là-dessus. Ça arrive notamment dans le domaine de l'aéronautique, dans tout ce qui va être cockpit, associé notamment à la formation de compétences métiers et aussi de compétences transversales sur les relations humaines. Et là, j'ouvre sur notamment ce qu'on a fait à la NISP il n'y a pas très longtemps, les facteurs humains, hein, le travail en mode cockpit associant les facteurs humains et la nécessité de communication. Voilà. La réalité augmentée propose ces possibilités-là. Alors, du coup, l'idée, c'est d'être au plus proche du réel. Par exemple, la réalité augmentée, je suis dans cet espace, je vous dis, là, tout de suite, chacun d'entre vous a sous son fauteuil un casque de réalité augmentée avec une partie lunettes, une partie casque, et vous allez pouvoir les coiffer. Alors, bien évidemment, je n'ai pas le budget, je ne l'ai pas fait, j'en suis navré. Ça aurait été cool. Et en équipement
vos lunettes et votre casque, vous allez pouvoir observer une scène, une situation, une mise en situation professionnelle sur cette scène, donc avec, par exemple, une grosse araignée, hein, au cas où s'il y a des phobiques, attention, pour laquelle il va falloir réaliser un périmètre de sécurité. Voilà. On peut partir sur un cas simple qui sort de notre dogme, mais on peut partir aussi, bien évidemment, sur une situation de quelqu'un qui a fait un malaise sur scène, etc., etc. Je peux de là simuler, en mettant une petite boîte, que c'est un scope multiparamétrique et de réaliser les examens qui vont bien. L'avantage aussi de ces processus de simulation en réalité augmentée et ces simulations virtuelles, c'est développé dans la médecine de pointe, et ça arrive tout doucement sur nos pratiques, notamment dans tout ce qui va être les gestes de haute technicité. Et on peut comprendre un parallèle avec ces gestes de haute technicité, notamment par rapport à des dispositifs iatrogènes, d'où pas la première fois sur le patient, la victime, avec cette nécessité de maîtriser la technicité du geste avant de pouvoir la pratiquer sur un patient, une victime. Ces possibilités-là, elles s'inscrivent également dans tout ce qui va être situation sanitaire exceptionnelle, tout ce qui va être nombreuses victimes et assimilé à finalement un événement d'ampleur où on va pouvoir, sans prendre un temps phénoménal à de la mise en place crédible et cohérente, le faire en le remplaçant avec de la réalité augmentée, de la simulation, pour garder cette crédibilité tout en économisant un maximum de temps et de moyens financiers et humains. Ça s'associe bien évidemment très bien dans la formation au SUAP, notamment dans tout ce qui va être associé, assimilé au secours de l'avant, mais également dans les actes de soins d'urgence face à des situations cliniques critiques pour faire conscientiser nos sapeurs-pompiers. Une chose hyper importante, à l'instar de la simulation en santé, il y a un aspect essentiel pour aller chercher la pratique professionnelle et le raisonnement, c'est le débriefing. C'est quelque chose sur lequel je vous invite à être très vigilant dans ce domaine-là, car il est primordial. Les applications mobiles. Je vais passer assez vite, dans le sens où elles sont transversales par rapport aux autres composantes que j'évoque aujourd'hui. C'est simplement ce que vous avez sur vos téléphones, sur vos tablettes, avec la possibilité encore plus facilitante d'accéder où je veux, quand je veux, à mes données de formation. L'avantage, c'est qu'au-delà de la ressource, vous pouvez, lorsque vous utilisez des applicatifs dans vos SDIS, avoir la possibilité de contrôler la ressource. Et c'est là où est l'importance, c'est le contrôle de la ressource. Je peux également, je rappelle que c'est une obligation, y inclure le livret de suivi de mes sapeurs-pompiers, notamment de mes sapeurs-pompiers volontaires, où ils doivent avoir un livret qui leur permet de suivre tout au long de leur carrière, encore une fois, la possibilité de savoir où ils en sont quand ils en sont, et l'évolution au-delà de la formation initiale. L'avantage, c'est que c'est un format dématérialisé, que le stagiaire peut consulter encore une fois quand il veut, où il veut, et que le formateur peut mettre à jour et initier, pas le remplacer, initier le face-à-face pédagogique. Bien évidemment, ces applicatifs, ils peuvent être associés et ils sont notamment utilisés par les plateformes qu'on a précédemment évoquées pour pouvoir faciliter encore leur usage. Combien ? Moins de 5 minutes, on est pas mal. J'espère que certains me regardent avec des gros yeux, j'espère que c'est juste parce que la soirée d'hier était un petit peu animée. Dernier aspect que je voulais aborder avec vous, et non des moindres, c'est l'intelligence artificielle. Prévu de l'eau. Alors, l'intelligence artificielle fait quoi? Il est à l'heure actuelle, dans la littérature, dans les dictionnaires, sur Internet, possible de trouver une définition, plus ou moins, de l'intelligence artificielle. Des gens qui sont pionniers, avec qui j'ai eu la grande chance d'échanger, m'ont dit actuellement, définir stricto sensu ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est tout bonnement impossible, puisque même les gens qui sont les initiateurs de ce domaine-là n'en maîtrisent pas encore toutes les cordes. Il faut être clair, ça va nous amener une plus-value. Il est sans doute préférable de se l'approprier
dans les meilleures conditions possibles et du mieux possible, pour pouvoir en comprendre l'essence, pour pouvoir en maîtriser les impacts, plutôt que de laisser venir et être submergé par ce que ça va pouvoir apporter dans les 5, 10, 15 ans. On est d'accord que l'intelligence artificielle a déjà un rôle prépondérant dans notre vie quotidienne, dans bien des aspects. Mais voilà, dans le milieu sapeur-pompier, dans le milieu de la formation plus précisément, puisque c'est pour ça que je suis là, on le touche du doigt, tout doucement. Attention de voir si ça brûle ou si c'est doux. Bien évidemment, l'IA, elle permet quoi? 2 minutes, c'est parfait, impeccable. La personnalisation de l'apprentissage, elle permet quelque chose là où elle est généralement plus performante que l'être humain, l'analyse fine et objective des critères de performance. Et bien évidemment, la création, l'optimisation des scénarios pédagogiques, elle peut même activement échanger dans le scénario pédagogique en faisant la voix avec ChatGPT Voice, par exemple, qui vous permet de simuler un patient. On l'a encore utilisé avec d'autres personnes il n'y a pas très longtemps. Et bien évidemment, il est hyper important de cadrer la pratique de cette intelligence artificielle. Alors, je dois faire vite, donc je vais faire vite. Il y a des défis, ne soyez pas désolés, c'est normal, il faut du temps pour tout le monde, je le comprends. Il y a un accès inégal aux technologies dans le SDIS. Donc forcément, selon les priorités d'investissement, on est bien d'accord, mais je pense que c'est déjà le cas actuellement. Entre les SDIS, on a des disparités de financement, de priorisation de notre formation, et que forcément, ça peut créer un modèle hétérogène dans notre pédagogie. Il est important de convaincre les plus réfractaires, et ça va être un travail de longue haleine que généralement les filières pédagogiques, à travers les générations, s'attachent à faire. Et bien évidemment, il est nécessaire de former à ce qui forme. Belle phrase. Pour finir, les innovations, elles améliorent la formation parce que, double-clic, elles les rendent plus crédibles, elles les rendent plus disponibles, elles les sécurisent, avec notamment, pas la première fois sur le patient, et le contrôle de ce que je mets à disposition de mon apprenant, et elle les individualise à une époque où on est centré sur l'intérêt, l'autonomisation de notre apprenant. Petite définition faite en 4 secondes avec le ChatGPT en lui demandant de faire une conclusion sympa d'un diapo portant sur l'innovation en formation. L'innovation dans la formation, c'est repenser les approches pédagogiques et intégrer les nouvelles technologies pour offrir des expériences d'apprentissage engageantes, personnalisées et adaptées aux défis du monde moderne. Je vous remercie.